Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au développement logiciel sous Linux. D'un côté survivaliste, c'est-à-dire tout en ligne de commande, sans aucun outil. On va d'abord dans un premier temps se connecter à notre machine en tapant un user et un mot de passe, ce qui est fait, et se créer mkdir dev, un dossier qui va s'appeler dev dans lequel on va aller tout de suite. Alors, je vais éditer un petit fichier texte avec mon éditeur Nano, l'éditeur qui est intégré sur toute distribution Linux, pour parler de ce serveur. Alors ce serveur, c'est un Orange Pi02, c'est ce qu'on appelle un SBC, un single board computer, qui est une toute petite carte qui fait 6 cm sur 5, qui est sorti en décembre 2020, et qui a une CPU Allwinner H616 qui est en fait un Cortex quad-core à 64 bits. C'est important d'avoir une CPU en 64 bits de nos jours, puisque dans 17 ans, en 2038, le 19 janvier 2038, tous les ordinateurs qui seront en 32 bits ne marcheront plus, ne fonctionneront plus à cause du bug, le fameux bug 2038. Donc à savoir que celui-ci il est en 64 bits, donc c'est parfait, et il tourne à 1 Go 5 GHz, ce qui est très bien. Il a une carte graphique, etc. Il a une RAM d'1 Go, qui est en fait de la DDR, et tout ce qu'il faut en termes de connexion, à savoir de l'Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth et du micro HDMI pour connecter un écran, et de l'USB pour connecter un clavier, ce qui est très bien. Ok, c'est un PC qu'on peut retrouver sur AliExpress à hauteur d'une trentaine d'euros à ce niveau-là. Donc c'est la machine que je vais utiliser. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle autre machine que vous pouvez louer, par exemple chez OVH, par exemple un VPS qui va vous coûter moins de 5 euros par mois. Pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est pour l'hébergement, c'est pour notre serveur, en termes de hardware. En termes de logiciel, le système, ça va être ici un Linux. Alors ça aurait pu être du Debian, mais là j'ai réinstallé un Ubuntu tout neuf, qui est un Ubuntu Server Focal 20. Ok. Et le shell qu'on va utiliser, c'est le shell Bash, qui est assez moderne. Et là, je suis connecté en SSH sur cette machine à travers le logiciel putty.exe entre guillemets sous Windows. Ok. Alors là-dessus, CTRL-L pour effacer l'écran. On va parler des langages, on va parler de tout ce qui est dev. Donc je vais éditer un petit fichier. Alors, je pourrais vous faire un rapide historique des langages qui existent depuis beaucoup, depuis très longtemps. Par exemple, le Fortran, qui a été créé en 1957. Du COBOL aussi, qui a été lui aussi créé il y a très longtemps, en 59. Que peu de gens utilisent, on va dire. C'était surtout dans le milieu bancaire dans ces années-là. Ça peut être le BASIC, qui est le langage à partir duquel beaucoup de gens ont commencé il y a plus de 30 ans. Il y a même beaucoup plus longtemps que ça. Le BASIC qui a été créé en 1964. Ainsi que le Pascal. Alors le Pascal est assez récent, assez ancien aussi, c'est date des années 70. Il a été démocratisé sous DOS avec le fameux Turbo Pascal, le fameux TP en 1983, de chez Borland, société dans laquelle j'ai travaillé, et puis démocratisé avec la sortie de Windows en 1995 de Delphi, qui était la version Windows et graphique donc du Turbo Pascal, et qu'on peut utiliser maintenant avec ce qu'on appelle le Free Pascal, qui date de 1997. Donc utilisation possible de ce langage sous Linux maintenant. Alors ces 4 langages, je les ai évoqués, mais on ne va pas les utiliser dans la démonstration.
On va utiliser par contre le langage de base de tout Linux, qui est le shell. Alors le shell apparu en 1971, et une version plus récente du shell qui est le bash, qui date de 1989. Donc celui-là, oui, on va l'utiliser dans la démonstration, qui est un langage interprété, non objet, un langage système d'Unix à l'époque, et de Linux et de Linux maintenant. Pour parler programmation, on va parler du C. Du C, on va faire des exemples avec le langage C. Donc, qui d'origine date de 1972, sachant que le C99, bien sûr, qui date de 1999, sera celui qu'on va utiliser en démonstration, qui est un langage compilé, celui-ci, contrairement au shell, ou sa version objet, compilé objet, qui est le C++, langage qui est apparu en 1983, qui sont des variables. Alors, je n'utilise pas le C++ dans la vraie vie, mais on fera une petite démonstration avec comment développer en C++ sous Linux. Plus récemment sont apparus des langages comme le Perl en 1987, et on fera un petit exemple aussi. C'est un des premiers langages qui permettait de développer sur le web, en tout cas. Puis Python, qui a le vent en poupe en ce moment, mais qui ne date pas d'hier, qui date de 91, qui sert lui aussi pour faire du web, bien que ce ne soit pas forcément le plus pratique. Et surtout pour le langage web, celui que j'utilise en tout cas depuis plus de 25 ans, le PHP, qui est apparu en 94, 95, moi j'utilise depuis 96. D'autres langages aussi, on parlera du R, mais je ne mets pas la petite étoile là parce que c'est un langage créé en 93 qui est plutôt destiné au développement statistique et scientifique. Donc j'ai peu d'exemples à vous montrer à ce niveau-là. On parlera aussi de Java, de Sun, racheté par Oracle, si je ne dis pas de bêtises, et qui est sorti en 95. Je donnais des cours Java en 97, je me rappelle. Donc beaucoup utilisé aussi, qui est objet, qui est pseudo-compilé. Le langage Ruby, lui aussi, je mets une petite étoile parce qu'on regardera, bien que je suis une bille totale en Ruby, j'en ai jamais fait, mais voilà, il est assez moderne. Aussi, enfin entre guillemets, qui date de 95 aussi. On pourrait parler de MySQL, qui n'est pas un langage, mais qui est un système de gestion de base de données relationnelle, sur lequel là aussi il y a des fonctions. MySQL en 94, j'aurais pu le mettre avant. Mais on ne va pas trop en parler celui-là. Par contre, il y a un autre langage qui est pratique, qui est le C#, qui est inspiré, dont le framework a été développé par un ancien de Borland, qui travaillait sur la version 3 de Delphi. C# qui est beaucoup plus moderne, qui date de 2001, et qui a beaucoup évolué depuis aussi. Et puis, le langage dont on parle le plus, le JavaScript. Alors, le JavaScript qui date de 1996, mais on utilisera la version moderne, la version Node.js, qui date de 2009, qui est un des outils de développement les plus performants, les plus actifs et qui a le plus, à mon avis, d'avenir pour le développement et qui peut lui aussi être orienté développement web. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langages. 10 langages qu'on va voir pour développer sous Linux. Alors, je vais quitter, sauver et quitter. Alors, on va commencer par le shell. Alors, le shell, c'est du fichier texte, c'est un fichier texte. On va là aussi utiliser notre éditeur Nano pour éditer du code. On va l'appeler code.sh. Souvent, sh, c'est l'extension qu'on réserve au shell. Et qu'est-ce que c'est que le shell? Là, si je fais un echo toto, j'enregistre, je quitte, et que j'essaye d'exécuter mon code.sh, bon, il va râler parce que ce n'est pas un fichier exécutable. Si je regarde mon listing, là j'ai mon code.sh, c'est un fichier texte normal, il faut lui attribuer chmod plus x, l'attribut d'exécution à notre code.sh.
CTRL L pour effacer, L pour éditer. Et on voit bien qu'ici, code.sh est bien un exécutable que je peux maintenant exécuter directement sous cette forme et ça m'affiche bien mon Toto. D'accord, on va le rééditer. Le but de toutes les démonstrations que je vais faire, je vais en fait exécuter la même fonction dans chacun des langages. Et cette fonction, ça va être la fonction, je vais mettre un commentaire ici, la fonction de calcul du SHA-256. Qu'est-ce que c'est que le SHA-256? C'est une fonction de hachage qui permet de prendre un texte ou n'importe quelle chaîne de caractères et de faire un hachage, un cryptage de cette chaîne non décryptable pour calculer des clés. C'est comme ça qu'on code et qu'on stocke les mots de passe maintenant dans les bases de données. D'accord? Alors, en shell, c'est très simple. On a une fonction qui s'appelle SHA-256 sum. Donc, il suffit d'envoyer, par exemple, Toto dans la fonction SHA-256 sum pour avoir ce que ça donne. Là, je fais juste cet exemple ici. Donc, si j'exécute mon code, alors il y a, parce que moi je connais le SHA-256 de Toto et c'est pas celui-là. En fait, il y a une petite astuce tout bêtement, c'est de faire un echo -n. Parce que sinon, là, il va faire un Toto anti-slash, un retour à la ligne là-dessus. Enregistrer, quitter, réexécuter. Voilà, et j'ai bien mon SHA-256 de Toto qui vaut bien, enfin qui vaut, je le sais, et là vous allez le savoir 10 fois d'ailleurs, 31 F7 à 65, jusqu'à B6 à 666. Alors il nous rajoute un tiret, c'est pas génial, ce qu'on pourrait faire c'est couper la sortie en ne gardant que le champ 1 à travers des délimiteurs, le délimiteur qui sera un espace. Voilà un exemple de ligne de code de shell. Je réexécute. Et là, j'ai bien mon 37 et je n'ai plus le tiret à la fin. Alors, on aurait pu le faire autrement. Je mets un commentaire en faisant un printf, qui est une autre version, avec en chaîne de caractères, ce qu'on aurait passé en paramètres, ou ici Toto, et balancer le SHA-256 sum, avec pareil, un cut du champ 1, délimité par des espaces. D'accord? Et on aurait le même résultat. Si je mets printf, c'est mieux que printf. Printf, enregistrer, quitter, exécuter. Et on a la même chose. Alors si je veux l'utiliser avec un paramètre, je veux pas que ce soit tout le temps Toto. Je veux que ce soit mon paramètre. Et alors je vais prendre la première version, ce sera très bien. Je vais tout simplement, au lieu de mettre Toto ici, utiliser le paramètre 1 que j'aurais envoyé en ligne de commande. Enregistrer, quitter. CTRL L pour effacer l'écran. Et là, je peux utiliser mon code.sh en balançant Toto, ou Titi, ou Steph. Attention, en plus, c'est case sensitive, cette fonction-là. Vous voyez que Steph en majuscule, avec une majuscule sur le S, ou le Steph normal, c'est pas la même version. Donc voilà pour un peu le shell. Alors c'est assez rapide d'exécuter du shell. Pour chronométrer une fonction sous Linux, vous mettez time juste devant. Time shtoto ici. Et là, ça vous exécute votre commande en vous indiquant le temps CPU qu'a pris votre programme. Si on fait plusieurs fois, vous voyez que là, en 41 millisecondes, cette commande a été exécutée. D'accord? On peut même le rajouter dans nos fichiers ici qu'en shell, l'exécution de notre fonction SHA-256 a pris 0,041 millisecondes. Ok? Donc ça, c'est un des modes de langage. Souvent, on utilise ça pour faire ce qu'on appelle des scripts. Des scripts shell, des scripts bash, pour automatiser des commandes, pour faire des sauvegardes, etc. Quand on parle de développement,
on parle le langage de développement un peu plus poussé. Et là, on va parler du C. Et on va éditer un fichier C qu'on va appeler code.c. OK, qui est un langage un peu plus évolué parce qu'on va avoir besoin de le compiler. D'accord? Alors, une fonction C, c'est une fonction qui s'appelle obligatoirement main et qui renvoie un peu n'importe quoi, mais souvent c'est un int, un entier. Et on va décider que ça renvoie, je vais faire un test ici, return 12. OK? Juste pour, voilà, c'est vraiment le code le plus simple en C. Enregistrer, quitter. Et pour exécuter du C, il faut le compiler. On le compile avec, alors soit le compileur GCC, qui râle ici parce que je lui ai rien demandé. Voilà, qu'est-ce que c'est que GCC? What is GCC? GCC, c'est le compilateur des projets C et C++ aussi. Bon. Mais voilà. Alors comment il fonctionne ce GCC? On va tout simplement dire GCC de notre code.c. OK. Et si on regarde ce qu'il nous a fait, on avait notre code.c et il nous a généré un fichier qui s'appelle a.out par défaut. D'accord, que je peux exécuter. Bon là qui me renvoie 12, mais je n'ai pas demandé de l'afficher en fait. Alors je vais détruire ce fichier a.out, rm a.out, et en fait faire une impression en réditant mon code.c de ce que je veux que ça renvoie. Je veux que ça renvoie, et là on utilise une fonction printf de je vais mettre par exemple bonjour, avec un retour à la ligne et un point virgule ici. Et pour pouvoir utiliser ça, je vais avoir besoin de faire un include de librairie, c'est-à-dire des éléments qui existent pour utiliser des fonctions. Et là, je vais avoir besoin de juste celle-là pour l'instant. Quitter. Voilà. Je recompile mon code.c en demandant que la sortie ce soit un fichier qui s'appelle code.c.exe en mettant -o comme output à ce niveau-là. Donc ça compile. Et là, j'ai bien mon code.c.exe que je peux exécuter pour avoir mon bonjour. OK? Ça s'exécute. Je vais mettre un time devant. Vous voyez, en beaucoup plus rapidement qu'en shell interprété, puisque c'est du compilé sur le langage binaire, le langage le plus optimisé pour la machine sur laquelle ça a été compilé. Donc 007, on va le noter dans un coin, 0.007, 7 millièmes de seconde, donc c'est quand même largement plus rapide, 6 fois plus rapide que l'interprété. Alors vous allez me dire, bah oui, mais là ça affiche bonjour, ça n'a pas calculé le SHA-1. Vous avez raison. Donc on va rééditer notre code.c pour demander à ce que ça calcule le SHA-1. Le SHA-1, je dis toujours SHA-1 parce que c'est l'ancienne fonction. Et en fait là on utilise c'est le SHA-256. Et là on va avoir besoin de plusieurs librairies différentes. On va manipuler des strings. Donc on a besoin de cette librairie string. Et on va utiliser une OpenSSH, voilà, celle-ci, qui va nous permettre de développer et d'utiliser notre fonction SHA-1. Alors on va avoir besoin d'une constante. Alors d'abord on va pouvoir passer les paramètres, on a dit. On a dit que ici on a un arc C, c'est-à-dire le nombre d'arguments passés. Et sous chaîne de caractères, la liste des arguments passés, qui s'écrivent sous cette forme-là souvent. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le tableau argv la liste des arguments passés à notre exécutable. On va avoir besoin donc en variable d'un char étoile qu'on va appeler data, qui va être le premier argument passé, en tout cas le argv de 1. C'est-à-dire que si j'exécute ce sera notre fameux toto qu'on va récupérer. Ensuite, je vais avoir besoin de la longueur de cette chaîne de caractères que je vais mettre dans une variable n de type unsigned long
qui va être égal à la longueur de notre data, de notre toto, qui sera 4 par exemple. Vous voyez que c'est assez verbeux et assez cabalistique le C. Hein. Il y a des chars étoiles, des étoiles quelque chose, c'est des pointeurs, etc. C'est pas forcément très pratique à lire. Et c'est un des inconvénients du C, c'est que c'est pas forcément facile à lire à ce niveau-là. On va avoir besoin de notre librairie, unsigned char, qu'on va appeler chat, et qui va correspondre à la fonction chat 256, qui justement existe dans notre librairie OpenSSH, ici, que j'ai rajouté, auquel on va passer les paramètres, le data, avec la longueur de data, c'est-à-dire n en fait. Ah, j'aurais pu passer n directement, oui, tout bêtement, puisque je l'ai utilisé. Et ainsi que ce 0 ici. Alors déjà, est-ce que ça compile? À chaque fois qu'on veut tester un langage C, il faut l'enregistrer, quitter et relancer le GCC pour voir si on a un problème. Référence infinie vers chat 256. Why. Alors, souvent, quand on fait des includes, ça ne suffit pas. Là, j'ai fait un include d'OpenSSH, etc. Mais il faut linker cet exe avec des paramètres. En l'occurrence, ces paramètres ici, c'est au niveau du compilateur qu'on les indique. On rajoute la librairie SSL. Et je vais avoir aussi besoin de la librairie crypto. C'est comme ça. Et là, ça marche mieux. Effectivement, je peux exécuter mon code.c.exe. Erreur de segmentation, parce que je n'ai pas passé de paramètres. Là, mais si je passe mon toto, j'ai bien l'exécution qui se passe bien. Par contre, je ne l'ai pas imprimé, je ne l'ai pas affiché. Je réédite mon fichier code.c. Et là, alors on aurait pu dire, tiens, je fais juste un printf de notre résultat qui est dans la variable chat. Mais ce n'est pas le cas. Il faut en fait faire une boucle avec une variable qui part de 0 et qui va aller sur la longueur, en fait c'est 32, de notre SHA-1 jusqu'à 32. Et là je vais faire un printf de notre SHA-I, SHA de i, qui est en fait un, voilà, avec un format d'affichage qui va correspondre à du 0,2x en hexadécimal. Waouh! Ensuite, je vais juste rajouter un anti-slash n pour que ça aille à la ligne à la fin. Et puis comme tout s'est bien passé, un petit return 0. Voilà. Vous voyez que c'est un petit peu plus verbeux puisqu'on est obligé d'utiliser une librairie de fonctions, linker notre source avec cette librairie pour la compiler, lors de la compilation je veux dire, pour pouvoir l'exécuter. Enregistrer CTRL-S, quitter CTRL-X, CTRL-L pour effacer. Et là je recompile encore une fois. Ça a pris combien de temps pour compiler? 0,6 secondes. Voilà. 0,6 secondes. Et pour l'exécution, eh bien, on va pouvoir lancer notre code.cexe avec notre toto pour bien voir l'exécution. Combien de temps ça prend? On rechronomètre. 0,12, 0,11, 0,12. Donc 0,11. Et effectivement, vous avez raison. C'est plus lent que le 0,7 du bonjour de tout à l'heure. Et on va compter 0,12 secondes, 12 millisecondes pour le langage C. Mais c'est quand même 3-4 fois plus rapide que la même fonction qui s'exécute en chaîne, à peu près. On a une version C++ aussi. Alors là aussi, le C++, c'est du code avec l'extension CPP. C'est un fichier texte, le code source c'est du texte. D'accord? Et là, je vais tricher un peu parce que le code est beaucoup plus long. On va avoir besoin d'importer toutes ces librairies-là, d'utiliser un namespace, d'accord. Là aussi, d'includer celle que j'ai oubliée, oui, tout à fait. On va la mettre là, bim. Notre OpenSSH. Alors, ça va ressembler pas mal, hein. Il va y avoir là aussi un int main
avec les mêmes arguments, mais avec une syntaxe qui est propre au C++. Vous voyez, avec des redirections inférieures. Moi, je déteste le langage C++. D'ailleurs, j'en ai jamais fait en prod, véritablement. D'accord, parce que j'aime pas la syntaxe, et puis la notion objet, je la préfère dans d'autres langages, comme le Pascal Objet, Delphi, PHP, C#, par exemple. Donc là, j'utilise une fonction SHA-256, mais qu'il va falloir que je code. Et là aussi, je vais tricher, je vais faire un copier et coller ma fonction ici, boum. Ma fonction, là, je l'ai collé un peu bizarrement. Vous voyez que c'est un peu plus pénible. Voilà, tac, tac, tac. Il faut aller à la ligne à chaque fois qu'il y a un point virgule. Waouh. Et là aussi, pardon, hop. Alors ça, c'est du code C++. Ça ressemble à du code C++, ça en est. Vous voyez que c'est un petit peu plus verbeux encore. Et là aussi, il y a les syntaxes avec ce fameux inférieur sur inférieur, qui récupère le port d'entrée pour afficher des flux. Bon, ok. Est-ce qu'on est bien là-dessus? Normalement, oui. Je crois que j'ai viré ma fonction intMain, c'est dommage. Je vais la remettre. Je vais la recoller là. Bon, c'est pour vous montrer que c'est chiant en fait. C'est super chiant, C++. Normalement, on a notre code qui est là, qui est tout bon. J'enregistre, je quitte. Le C++, il se compile aussi avec un compilateur qui n'est pas GCC, mais qui est plutôt G++. What is G++? C'est le compilateur C++. Donc on va faire un G++ de notre code.cpp, pas de notre code, de notre code.cpp, en demandant que ça sorte sur un fichier qui s'appelle code.cpp.exe, pourquoi pas. Et lui aussi, je vais avoir besoin de linker les deux librairies SSL Crypto et SSL et Crypto. Est-ce que ça marche? Erreur. On voit les erreurs ici de compilation. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? La ligne 15, voilà, donc on y retourne, code.cpp. Ligne 15. Ah bah oui, je suis pas allé à la ligne. Et j'ai fait n'importe quoi en fait. Ils étaient déjà là, elle était déjà là ma fonction int. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Enregistrer, quitter et réexécuter la compilation. Encore un problème. SS was not declared in this scope. Where SS? Où est-ce que j'ai un problème? On m'a dit à la ligne 18. Alors où est-ce que c'est que ce SS? Ah, j'ai oublié le string stream. Déclarer cette variable SS en tant que string stream. Vous voyez que c'est super chiant. On recompile. C'est plus long, la compilation est plus longue, je vais la chronométrer, vous voyez, avec un petit time devant. Juste pour ce simple code, ça prend 3,4 secondes. C'est extrêmement lent. Ça m'est arrivé d'avoir des compilations qui durent des heures et des heures entières en téléchargeant les sources de logiciels spécifiques à compiler. Donc, il faut avoir un peu le temps, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre dossier? On a bien sûr maintenant notre code.cpp.exe. Vous voyez qu'il est un petit peu plus gros, il fait 16K par rapport au 9K du code C. Et si on l'exécute, notre code cpp.exe avec le paramètre Toto, on a bien notre 31F7 qui est le SHA-256 de la chaîne Toto. Combien de temps ça a pris d'exécuter ça en C++? On va avoir des temps relativement similaires au C. Bon, un petit peu plus long, vous voyez. Là, on est dans du 20 millisecondes. On va mettre ça dans notre fichier dev. Voilà, mais ce qui est relativement correct aussi. Alors ça, je vous dis que c'est l'ancienne méthode de développement système compilé sous Linux. On va retrouver la possibilité de
de développer avec des langages qui sont plutôt interprétés, bien que le Perl puisse être compilé. Bon, on va essayer en Perl. On va essayer en Perl en éditant un fichier qui s'appelle code.pl. PL comme Perl. Alors, comme c'est de l'interprété, on peut rajouter le shibang. Le shibang, c'est la première ligne d'un fichier source interprété qui contient en fait la ligne de commande de l'exécuteur de cet élément. Ici, c'est /usr/bin/perl, pardon, /perl. Si je quitte et que je sors et je demande what is Perl, donc Perl c'est un langage interpréteur, et where is Perl, où est-ce qu'il est, et on voit bien qu'il est dans usr bin Perl, je ne me suis pas trompé. Donc on va pouvoir éditer notre code PL, qui va lui aussi utiliser une librairie, parce que là la fonction SHA-256 est intégrée dans le langage Perl, donc c'est la librairie digest, ça marche, et je vais déclarer ma variable. Alors là les variables en Perl elles commencent par $, comme en PHP, vous allez voir aussi, et on va tout simplement récupérer le premier argument qui est passé en ligne de commande, notre fameux Toto. Donc on aura Toto dans notre var, et on va dans une variable SHA-256, qu'on va appeler comme ça, H, dire que c'est l'exécution de notre fonction SHA-256 exa de notre var. Et point virgule, on va des points virgules, là aussi, comme en C, en C++, à la fin des lignes en Perl. Et il suffit tout simplement de printer notre SHA-256H, et puis c'est tout. En concaténant avec un point, un retour à la ligne qui est le contrôle l'anti/n. Et puis voilà. Là c'est beaucoup plus, voilà, c'est pas forcément sexy, verbeux, etc. C'est du Perl. Enregistrer, quitter. Et le Perl ça s'exécute directement. Soit on fait un Perl de notre code.pl, Toto, et on a bien notre 31F7. Soit comme la première ligne aide-n1 de notre code.pl, on a déjà défini que c'est du Perl avec cette première ligne, on peut directement chmod plus x rendre exécutable notre code.pl, pouf, pour pouvoir code.pl l'exécuter directement. Toto. Et on a bien notre 31 F7 qui s'exécute. Ok? Alors, je ne vous conseille pas forcément de vous lancer dans le Perl pour faire du développement de nos jours, parce que c'est un langage, comme vous avez vu, qui est assez ancien et pas plus trop forcément utilisé, et pas forcément non plus multiplateforme dans le développement. En revanche, on peut faire du Python. Python, c'est super à la mode, c'est ce que Google préconise pour les développements de plus en plus. Donc le Python, c'est lui aussi du code. Hein. C'est quoi Python? What is Python? Alors il y a Python ou Python 3. Il y a une différence entre Python 2, Python 3. Là j'ai que Python 3. Parce que les syntaxes ne sont pas les mêmes. Là on va le faire en Python. Python 2, Python 3, ce sera pareil. Mais là on va le faire en mode Python 3. Et where is Python? Où est-ce qu'il est Python sur mon système? Le Python 3, il est dans /usr bin Python 3. Ça tombe bien. Donc on va éditer un nouveau fichier. Nano, on va l'appeler code.py, code.py, voilà, qui est l'extension des fichiers source Python. On va coller, en mettant ici la fameuse première ligne qui indique la nature du code qu'on va coder derrière. Et là aussi, on va importer des librairies. On aura besoin de la librairie système. On aura besoin de la librairie hlib, qui existe aussi. Là aussi, pas besoin de développer cette fonction ou d'aller la récupérer de n'importe où.
On va récupérer ce qu'on va mettre en ligne de commande avec notre 6.argv de 0, non de 1, cette fois-ci. Donc là, on aura dans arg notre variable toto. Il faudra l'encoder, ce truc-là, obligatoirement, avant de travailler dessus. L'encoder sous forme de chaîne de caractères. Et bien sûr, ce qui est préconisé de nos jours, c'est de l'UTF-8. D'accord. On va ensuite avoir besoin d'instancier hlib, une variable que j'appelle h ici, et qui est une instance, voilà, j'utilise la méthode SHA-256 à ce niveau-là. Je mets à jour ce h en passant mon argument. Bon, et voilà, j'imprime tout bêtement le h.digest exdigest exa pour voir ce que ça donne. Ok? Voilà pour un exemple en Python. Inclusion de librairie, affectation de variables, affichage de texte. Ce que j'aime pas dans le Python, c'est cette indentation obligatoire et puis le fait de mettre des lignes blanches, pas trop, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus protocolaire en termes de syntaxe, d'indentation, etc. Mais ce qui a l'avantage, par contre, d'avoir des codes Python qui se ressemblent tous. Enregistrer, quitter. Je peux l'exécuter directement sous cette forme. Mon Python 3 de mon code.py. En mettant Toto, j'oublie tout le temps. Et j'ai bien mon 31 F7 qui s'affiche. Je peux l'exécuter automatiquement dans la mesure où chmod plus x de mon code.py, je le rends exécutable. Il apparaît du coup en vert quand je fais un listing. Il est là. Donc je peux du coup l'utiliser directement avec son lancement ./ puisqu'il est dans ce dossier-là. Toto. Encore oublié. Alors combien de temps ça prend? On va le chronométrer aussi. 186, 103, 104. Allez, je te donne encore d'autres chances. On va pas beaucoup plus bas que 103. Vous voyez que c'est un petit peu plus lent à lancer. En millisecondes, on est plus dans les 100 millisecondes pour cet exemple. Ok? Alors c'est une toute petite CPU. Je vous rappelle que je bosse sur un tout petit PC qui coûte 30 € sur AliExpress, qui fait 5 cm sur 6, qui prend une alim de téléphone pour fonctionner. Et c'est tout. Là, non, j'ai mis dans... Ah oui, non, j'ai pas chronométré le Perl. Là, on est dans le Python. Les enfants, alors, faites voir l'history. J'ai pas chronométré le Python. C'est malin. Un petit time de mon Python. Bah si, j'avais chronométré. Non, c'est le Perl que j'avais pas chronométré. Voilà, on est à 43. Ouais. Voilà, le Perl qui est équivalent dans cet exemple-là à de l'interpréter. Là, on est plus rapide dans ceux-là parce que ils sont compilés. Je mets un petit point d'exclamation ou un petit smiley. Alors qu'on est plus dans des temps en mode interprété à ce niveau-là. Le Python est quand même un petit peu plus, un petit peu plus lent. On va mettre un petit smiley de ce type-là. Alors, venons-en au PHP. PHP qui lui aussi est du code. Qu'est-ce que c'est? What is PHP? D'accord, c'est l'interface en ligne de commande pour lancer en mode CLI, c'est-à-dire en mode texte, du code PHP. Where is PHP? Il est dans USR bin PHP. Donc je vais pouvoir nano.code.php éditer du code PHP. Pouf! Avec le Shibane qui va bien, qui n'est pas utile quand on fait du web, mais là quand on exécute du PHP dans du système Linux,
on va de préférence le spécifier avec la première ligne. Tout code PHP doit commencer comme ça, avec une balise qui dit PHP. Et là, si je dis print bonjour, PHP c'est un des langages quand même les plus faciles à lire. D'accord, j'exécute, je quitte. Je sauvegarde, je quitte, pardon. Et là, je vais pouvoir directement faire un PHP de mon code.php. Et j'ai bien mon bonjour. Et qu'il y a une ligne en trop. Parce que c'est la ligne qui est là. Parce qu'en fait, c'est du HTML finalement. Si on met du code du texte à l'intérieur du code PHP, mais pas dans les balises PHP, ça s'affiche. C'est pour ça que c'est extrêmement simple de faire du HTML avec du PHP, puisqu'il suffit de faire du HTML et d'inclure le code dynamique avec les balises PHP à l'intérieur. C'est magnifique. Alors, je vais effacer tout ça avec cette ligne. Et en fait, je vais tout simplement utiliser, parce que la fonction existe en PHP, la fonction de hashage, c'est la fonction h, qui a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la fonction de hashage, c'est pas shawel, c'est sha256. Et la deuxième, c'est ce qu'on a passé en paramètre. On va l'appeler x ou arg. Et puis c'est tout. Non, on va rajouter un retour à la ligne aussi. Et qu'est-ce que c'est notre variable arg? C'est ce qu'on a passé en argument. Argv, là aussi, c'est le tableau des arguments passés en ligne de commande. On peut mettre ici un petit arrobas au cas où il y a une erreur. Et puis c'est tout. Là, record du monde, là c'est en deux lignes. C'est même en une ligne si on n'utilise pas de variable. En sélectionnant ici ce truc-là que je coupe pour pouvoir le coller ici. Je vire cette ligne. En fait, on a la même fonction en une seule ligne en PHP. Print le h de SHA-256 du premier argument passé en ligne de commande. Waouh, la chance! Enregistrer, quitter, effacer, j'exécute. Ah bah oui, Toto. Bah oui, si je mets pas de Toto, ça prend rien. Et on a bien notre 31 F7 qui s'affiche. Lui aussi, je peux l'exécuter de manière autonome en le chmod plus x, en le faisant sous cette forme-là, PHP. Je le rends exécutable. Et on a bien notre PHP exécutable que je peux déclencher PHP, mon code.php directement. Toto. 31 F7. Alors combien de temps ça prend? Tadam! 111, 52, 85. Voilà, 52, on est arrivé à 52 en faisant plusieurs fois. Donc sympa. Hein, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est plus rapide ou plus lent que d'autres choses. 52, c'est correct. Alors c'est pas forcément du compilé, mais c'est largement, c'est lui aussi, c'est de l'objet, c'est du non compilé, c'est du pseudo interprété, et c'est du web, donc c'est pas mal hein, à ce niveau-là. On va voir d'autres versions un peu plus modernes des langages. Alors le R, je vais pas en parler, parce que j'ai pas d'exemple, jamais fait de R. Je sais que ma fille a fait du R dans son école, voilà. Mais moi non, je ne fais pas de R et je n'en ferai pas, je pense. En l'occurrence Java, par contre, oui, ça j'en ai fait. Et Java, alors Java c'est de l'objet pur, on peut pas se passer de faire de l'objet pour faire du Java. Java, c'est là aussi du code. What is Java? Qu'est-ce que c'est que Java? Java, c'est l'exécutable pour lancer une application Java. On n'a pas besoin de faire un where is Java. Où est-ce qu'il est Java? USRBin Java, mais là, on va pas trop en avoir besoin. Parce que tout simplement. Ok, alors je vais lancer une autre session de mon truc, parce que là je ne me rappelle plus par cœur
de mon code Java. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de code Java. Et puis là aussi, c'est assez verbeux, donc je vais le coller directement. Donc on va faire un anneau d'un nouveau fichier qui s'appelle code.java. L'extension des fichiers Java, c'est Java. D'accord. Oups. Et là aussi, je vais copier et pouf, coller du code. Ah, l'auto-indentation, quelle horreur. Alors là, c'est un gros inconvénient de l'éditeur de code que j'utilise, Nano, parce qu'il est en auto-indentation et il faut que je regarde comment empêcher ça, c'est-à-dire qu'il remet des tabulations, une autre indentation à chaque fois que je colle du texte que je vais chercher dans mon éditeur à côté. Bon. Donc voilà ce que c'est du code Java. On importe là aussi des librairies. Java Security, Message Digest par exemple. Et on a alors obligatoirement dans du code Java une classe, une public class qui porte ici code, le nom du fichier. Donc là on est dans code.java, donc on est obligatoirement obligé voilà, de déclarer une public class qui s'appelle code. Avec un main, qui est souvent public static void main, qui là aussi a des arguments, qui pourrait déclencher une exception, etc. On utilise une instance de notre classe message digest avec le paramètre SHA-256. On stocke ça dans MD comme message digest. On a un tableau de byte qui s'appelle H, qui est le digest du premier argument, .getBytes. On récupère le premier argument sous forme d'octet. On a un string buffer qui est les chaînes de caractères super chiant à manipuler en Java. Et une boucle sur tous les bytes du hash pour rajouter dans nos string buffer le format 02x. En fait, on a beaucoup d'inconvénients en Java, c'est la syntaxe un petit peu foireuse du C++, avec l'obligation de faire de l'objet. Bon. Et puis on imprime tout simplement avec un système.out.println le toString de notre string buffer SB. Bon. Je vous laisse voilà, juger, enregistrer, quitter. Et on va compiler notre code Java. En fait, on a un compilateur qui s'appelle JavaC. Alors, qui dit t'es gentil, mais il faut des paramètres. What is JavaC? Qu'est-ce que c'est que JavaC? C'est compilateur. En fait, il dit même pas. Si, il le dit. Voilà, ça lit une classe Java et ça le compile. D'accord. Donc, en fait, c'est tout simple. Ça s'utilise JavaC en donnant en paramètre le source de notre code Java, JavaC code Java, bim, et ça va nous créer un point classe. Alors super long à compiler aussi. Combien ça met de temps à compiler en Java, voir ça. Wow, c'est pire que le C++ qui mettait 3 secondes et demie tout à l'heure. Rien que pour ça, 5 secondes 3. Je vous rappelle qu'on est sur une petite CPU, mais bon. Effacer, lister, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau fichier qui est en fait code.class. Alors c'est pas, on choisit pas le nom de voilà, mais qui est du binaire. Si je fais un head de mon code.class, là aussi head, je vais retrouver du binaire. Et ça s'exécute Java, notre code binaire par l'exécuteur Java qui s'appelle Java. De notre code. Non pas Java, mais code.class. On met pas une extension d'ailleurs. Et on va mettre notre toto pour voir si on a bien un 31 F7. Magique, super, magnifique. Et combien de temps ça a pris l'exécution de ce truc-là? Ah ouais. 0,804, je te laisse encore une chance. 0,797, magnifique. Enfin, magnifique, non. Vous avez vu que l'exécution Java, c'est quand même vachement plus lent. Allez, 780, on a dit combien? 97. C'est un petit peu la crise, quoi, on va dire. Ok? Autre possibilité, là aussi j'en ai moins fait, c'est du Ruby. Ruby on Rails, c'est l'IDE, l'interface pour développer en Ruby, mais en mode de commande, là aussi c'est du fichier texte. On est dans du code.ruby. Dans du fichier texte tout bête, où là aussi on va avoir besoin, je vais quitter, je vais juste demander, c'est quoi, alors what is Ruby? Ruby c'est
le langage de scripting, l'interpréteur de langage orienté objet de type Ruby. Where is Ruby sur notre système. On parlera après des installations si vous voulez, mais vous allez voir que c'est quand même assez simple. De chacun de ces langages, ces outils de langage, il est dans USRBin Ruby. Parfait. Donc je vais prendre ça, et je vais faire un anneau du code.ruby, qui lui est assez simple aussi, hein. Le shibane collé, donc dièse point d'exclamation suivi du chemin de l'interpréteur. Et là aussi, on va avoir besoin d'inclure une librairie qui s'appelle digest, pour notre exemple de SHA-256. On va dire que notre argument, c'est le argv, ça ressemble à au Perl ou au PHP ici, hein, en l'occurrence. Par contre, il n'y a pas de point virgule. Et on va imprimer directement à l'écran avec un puts. On va faire un puts de digest SHA2, c'est le nom du truc, point xdigest de notre argument. Et puis c'est tout, limite. Enregistrer, quitter. Allons voir ça. Allons faire un Ruby de notre code.ruby. De Toto, pardon. Et on a bien notre 31F7. Lui aussi, si on fait un chmod plus x de notre code.ruby, on peut le rendre autonome et exécutable pour pouvoir code.ruby, Toto, balancer directement notre résultat. Ok, combien de temps ça a pris? On va chronométrer le même code en Ruby. 399, 335. Là, je laisse encore une chance, 335. On ne fait pas mieux que 335. Je retourne dans mon dev ici pour noter que notre exemple a pris 335. Ce qui n'est pas forcément génial. Hein, je dirais Burk, un peu à la Java, quoi. Ok? Alors, il va nous en rester deux. Le C# et le JavaScript avec Node.js. Alors, le C#, normalement, c'est un langage, donc comme je l'ai dit, pas édité par Microsoft, mais enfin, si, quand même. Et surtout qui tournait à l'origine sous Windows. On a un projet qui s'appelle Mono. Sous Linux, c'est Mono. What is Mono? What is Mono? C'est le code générateur, d'accord, de etc., de code C#. D'accord. Donc là aussi, du fichier code source en C#, c'est l'extension CS. Et là aussi, c'est assez verbeux. Bon, on va utiliser des classes. La classe système. La classe système.text. C'est qui est sensitive, donc on va le voir, voilà. Et la classe système.security. Security.cryptographie. Cryptographie. D'accord, c'est de l'objet obligatoirement. Donc on a une classe, on va l'appeler programme, qui n'est pas forcément du nom du code source, ce qui est très bien. Et là, là aussi, on va avoir besoin de déclarer notre fonction. On va l'appeler getHash, qui prend deux paramètres, hAlgorithme qui est de type hAlgorithme. Vous voyez que la casse est très importante, et notre input qui s'appelle string. D'accord. Et dans cette méthode qui s'appelle getHash, là aussi, c'est assez verbeux. On va calculer le hash du getBytes de l'input transformé en UTF-8. Vous voyez que c'est extrêmement verbeux. Ok, pour renvoyer ça dans un tableau de bytes. Ok, on va comment Java avoir besoin de déclarer un string builder qu'on va appeler string sbuilder, et puis faire une boucle sur toutes les lignes de notre tableau array, de i égale 0 jusqu'à la longueur de l'array, tac tac tac, plus, pour pouvoir rajouter dans notre string builder
notre array de i point toString obligatoire avec un paramètre x2 si je ne m'abuse, voilà, pour dire qu'on le veut sous deux formats, sous deux caractères hexadécimaux. Et ensuite, puisque c'est une fonction, on va retourner notre sbuilder .toString. Ok? Donc ça, c'est une fonction à l'intérieur de notre classe programme. Méthode getHash. On va avoir besoin... est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Bah non. On va avoir besoin de notre méthode principale. Public static void main. Qui elle aussi va avoir des arguments qui sont en fait un tableau de chaîne de caractères qu'on va appeler args. Voilà. Et on va tout simplement récupérer dans data notre premier argument, notre args de 0. Et on met des points-virgules en C#. Déclarer une variable SHA-256 qu'on va appeler SHA-256 h qui sera égal au SHA-256, notre fonction sera utilisable après, qu'on va instancier sous cette forme. Vous voyez que là, c'est super verbeux aussi le C#. Et notre hash, ça va être l'appel de notre fonction getHash, qu'on a collé au-dessus, avec en paramètre le SHA-256 h avec un h majuscule de notre data, qui sera l'input ici. Ok, bah une fois que ce sera bon, il suffira de faire un console j'allais dire .log, mais c'est un write line de, on va mettre ici $, avec sous forme d'accolade notre hash, tout bêtement. Voilà. Donc sans formation, le C#, non, il faut forcément effectivement un long apprentissage pour voir comment ça marche. Et sous Linux, comment ça fonctionne? En fait, ça s'exécute avec ce fameux compilateur Mono qui est MCS. Voilà, what is MCS? Qu'est-ce que c'est MCS? Turbo C# Compiler, waouh, la chance. D'accord. Alors, il s'utilise MCS en indiquant le nom de notre fichier source de base et en indiquant en sortie .out notre code.cs.exe par exemple, parce que je veux que ce soit le nom du fichier généré directement. Byte to string erreur ligne 13 nano pour éditer notre code.cs. Je vais à la ligne 13 et là c'est un toString et non pas un soString. Enregistrer, quitter, effacer et recommencer la compilation. Ça marche, lister, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et là on a bien notre code.cs.exe. Alors là c'est un exe autonome, hein, comme le code C ou le code CPP, C++. Il s'exécute directement, // il n'y a pas d'interpréteur. On balance Toto évidemment. Erreur de format pour exec. D'accord, qu'ai-je fait comme erreur? Impossible d'exécuter le fichier binaire. Ah non, j'ai dit une bêtise en fait. Il faut absolument mettre mono. J'ai rien dit. Mono pour l'exécuter, autant pour moi. Et là, on a bien notre 31F7 de Toto. Combien de temps ça a pris d'exécuter ce code C#? On va le chronométrer. 204, 268, 171, 171, allez. 171 millisecondes. Ce qui est, voilà, bon, ce qui est bof. Alors, on aurait pu faire aussi la même chose en JavaScript pur, mais vraiment, la grosse nouveauté de ces dernières années, c'est Node.js qui prend vraiment de l'ampleur. Node.js, c'est vraiment super sympa. Comment ça marche Node.js? On va créer nano un code.js. Non, un code.
Alors par exemple, hein, console.log de Toto, ça c'est du code JavaScript. D'accord? Enregistrer, quitter. Node.js, what is Node.js? C'est du server-side JavaScript runtime, c'est-à-dire qu'on va exécuter. JavaScript, vous le connaissez depuis des années dans un navigateur, hein, dans des pages web générées, mais c'est du code qui s'exécute du côté client. Ici, Node.js, c'est du code JavaScript qui s'exécute côté serveur. Et comment ça marche? Bah, tout simplement en tapant Node.js de nodecode.js. Alors ça va mettre, ici ça prend du temps à se lancer. Console is not defined. Parce que c'est une petite CPU. J'ai mis des majuscules. Il fallait pas. Je recommence. Node.js de code.js. Je disais que c'est un petit peu lent à se lancer parce que c'est une petite CPU. Sur des serveurs normaux, hébergés, etc. JavaScript, Node.js se lance quand même beaucoup plus rapidement. Et c'est un peu l'avantage de faire du Node.js, c'est de faire du code super rapide. En tout cas, qui s'exécute super rapidement. Bon là c'est Toto, d'accord, mais je veux plutôt faire un console.log d'un truc un peu plus sexy. Alors je vais tricher, parce que je l'ai de l'autre côté, parce que là aussi je me suis trompé. Mon code JS. Alors on va inclure des librairies, on va effacer ça. On va inclure des librairies et ça s'exécute sous cette forme là. J'ai une librairie qui s'appelle Crypto. Alors avec CodeJS, il y a un exécutable qui s'appelle npm qui permet d'installer des librairies pour CodeJS. npm comme Node.js Package Manager pour installer librairie après librairie, celle dont vous avez besoin. On peut mettre ou pas un point virgule, c'est ça la grosse différence. Et quand j'alterne entre du JavaScript et du PHP, je me fais rire quand j'oublie le point virgule en PHP, alors que je peux m'en passer en JavaScript. On va déclarer une variable qui va s'appeler h et qui va être l'utilisation justement de cette librairie crypto dans la variable crypto. Et c'est tout simplement avec la fonction createH en mode SHA-256. Vous voyez que ça ressemble plus à du PHP à ce niveau-là. Notre Toto, on va le récupérer dans une variable qu'on va appeler arg, qui va être process.argv. Vous voyez, encore une autre façon de récupérer les arguments. Ici, ça sera le numéro 2, le 1 étant l'exécutable lui-même. Et on va h.updater notre h en ajoutant le arg dedans. Ok, ensuite on va le mouliner avec la fonction digest qu'on va stocker dans SHA-256. SHA-256 égale h.digest de... alors c'est pas 2, c'est la fonction, c'est le format qu'on utilise ici. Et puis voilà, il suffira de faire un console.log de notre SHA-256 pour avoir l'exécution. Quitter après avoir sauvegardé. Et là, Node.js, de Node.js, là on est obligé de le passer en paramètres. Donc le temps de chargement, c'est vrai que c'est un petit peu... voilà. Qu'est-ce qu'il dit qu'il y a le module... Non, de Code.js. Enfin, de Node.js, vous l'avez remarqué, je m'étais trompé dans le nom du fichier source. Node.js de code.js. Le Toto, que j'oublie encore. Un temps de chargement un petit peu long, même très long. Je dirais trop long pour ce type de CPU, mais c'est vrai qu'on n'y est pas vraiment. 3 secondes, c'est vraiment horrible. Sur d'autres serveurs, c'est beaucoup plus rapide. Waouh. Je dirais Burk. 2 secondes 9, ouais, super. Allez, 2 secondes 9. Au secours. « 2.9 ». Là, c'est vraiment la crise sous cette forme-là. Finalement, en résumé, qu'est-ce qu'on a en termes de perf? Bon, à part
Le C, le C++, le C++, bon évidemment qui est ultra performant. Alors je dirais un peu même moins même que le Pascal quand je fais du Free Pascal. Le Free Pascal est encore plus rapide, non seulement à compiler, mais aussi à l'exécution que ce qui est en C, en C++. Bon, que le C en tout cas. Perl, bof, c'est un petit peu obsolète, on dirait. Donc à part, voilà, on est le plus rapide, voilà, c'est PHP, quoi. PHP et Node.js sur des gros serveurs. Ok? Alors je vous ai concocté un fichier qui va tout nous faire d'un coup. Ça va être sympa pour finir. Je vais tricher parce que je l'ai mis. Waouh, la chance. À ce niveau-là. En fait, je vais le copier. Il est dans un dossier sauvegardé. Il s'appelle run.sh. Voilà, nano run.sh. Alors, c'est du shell qui va tout simplement exécuter. Je récupère le premier paramètre. Si j'en mets pas, c'est Toto, puisque je l'oublie tout le temps. Et je vais tout simplement exécuter en shell, en C, en C++, en Perl, en Python, en PHP, en Java, en Ruby, en C#, en Node.js. Tout ce que je viens de faire. Ça marche comment? Un petit run.sh à l'exécution. Et j'ai bien. En plus, je vous mets des couleurs, c'est sympa. À ce niveau-là. Ok? Et ça marche bien évidemment, quelle que soit la chaîne de caractères qu'on envoie. Bon, j'ai mis des couleurs un peu arbitraires ici. En jaune, ce qui est, on va dire, tolérable. En vert, magnifique en termes de performance, hein, du C99 ou du C++. Node.js étant quand même ultra rapide. D'une fois qu'il est lancé, l'interpréteur. L'inconvénient, c'est que quand il y a un problème de code, c'est que ça crache l'appli. Et il faut faire du try-catch à chaque fois. Alors voilà pour cette présentation de 10 langages avec la moindre distribution Linux. Vous pouvez développer avec ces 10 langages. Voilà, pas mal la démo. Pour finir, enfin pas pour finir, mais je vous fais un petit challenge. C'est d'essayer de trouver des Node.js, un SHA-1 qui est plus grand ou plus petit que des mots, alors des mots du dictionnaire. Ici, je vous propose idly, qui donne un SHA-1 extrêmement petit. Alors ça va rappeler quelque chose aux ceux qui font du minage, parce que le principe du minage, des bitcoins, etc., c'est de calculer le SHA-256 le plus petit possible. C'est ça la preuve de travail, ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc mettez dans les commentaires si vous trouvez un SHA-256 d'un mot anglais qui est plus petit que ce que le SHA-256 de idly. Et à l'inverse, Fuller. Qu'est-ce que c'est que Fuller? C'est une chaîne, un mot anglais, qui donne un SHA-256 super élevé, qui commence par FFFB. Voilà, petit challenge à ce niveau-là. Si vous n'avez pas, eu le temps de copier, et que vous ne pouvez pas faire du copier-coller évidemment d'une vidéo YouTube, vous pouvez récupérer ce que je viens de vous faire dans un zip sur https swat.fr code.zip. Donc vous allez dans cette URL là, dans un navigateur enregistré sous, etc. Ou si vous êtes sous Linux, vous faites un wget de code.zip sur swat.fr en https et vous téléchargez code.zip qui est ici. Ok? Si j'efface tout, allez, j'efface tout. Je viens de tout effacer, j'ai plus rien. Je retélécharge le code.zip et vous faites un unzip de votre code.zip et vous allez retrouver tout ce que je viens de faire a posteriori. Vous avez une sorte de, vous voyez,
hein, un saut quantique dans le temps. Donc je vous remercie d'avoir été patient sur cette vidéo, et puis je vous retrouve peut-être prochainement et même sûrement dans une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt.